Porque quienes más lo intentan se a le gens más, puede el amor volverse invisible mientras todo parece normal por fuera. Hic si lo que siente esta noche es silencio pesado al otro lado de la cama, no fuera el principio del fin, sino exactamente el lugar donde todo puede comenzar de nuevo. Voilà les vraies questions. Et si vous n'avez pas de réponse ce soir, restez, parce que ce que vous allez entendre pourrait changer quelque chose de fondamental dans votre façon d'aimer. Il y a une vérité que Christophe André a observée dans des années de consultation, dans des dizaines de témoignages recueillis avec soin et dans ses propres réflexions les plus intimes sur ce que signifie être pleinement vivant avec quelqu'un d'autre. Une vérité que peu de gens osent nommer parce qu'elle dérange, parce qu'elle oblige à regarder là où l'on préférait fermer les yeux. Cette vérité, la voici. Un empathique qui guérit ne devient pas plus doux. Il devient plus vrai. Et cette vérité-là, elle est inconfortable. Elle change tout. Pourquoi ceux qui essaient le plus fort finissent-ils par tomber plus bas? C'est la question qui va nous accompagner tout au long de ce chemin. Tenez-la avec vous, elle reviendra. Puis commençons par là où tout commence vraiment, dans le quotidien le plus ordinaire. Imaginez une cuisine. Pas une cuisine de magazine, non, une vraie cuisine, avec ses assiettes qui sèchent mal sur l'égouttoir, le bruit de la télévision qui filtre depuis le salon, et 2 tasses de café posées sur la table. 2 tasses, mais une seule personne qui parle. L'autre hoche la tête, les yeux rivés sur son téléphone, ou sur la fenêtre, ou sur rien du tout. La conversation porte sur les courses à faire, ou sur l'heure du dîner, ou sur quelque chose que le voisin a dit. Des mots qui remplissent l'espace sans jamais le toucher vraiment. C'est une scène que Christophe André connaît bien. Il l'a entendue dans des centaines de récits, racontés avec des détails différents, mais avec la même tonalité. Une voix qui hésite, une main qui cherche quelque chose à tenir, et cette phrase qui revient, presque toujours la même, « Je ne sais plus si nous nous parlons vraiment ». Pas une grande dispute, pas une trahison spectaculaire. Juste cette sensation, lente comme une marée qui se retire, que l'autre est là mais n'est plus là. Que vous partagez un toit, des habitudes, peut-être même un lit, mais que quelque chose d'essentiel s'est retiré, comme l'eau qui abandonne le sable et laisse une surface lisse, froide, sans vie. C'est précisément là que se loge le danger. Pas dans les crises, dans le silence entre les crises. Et si vous vous reconnaissez dans cette cuisine, dans cette tasse de café refroidi, dans ce haussement d'épaule devenu réflexe, alors ce que Christophe André a à vous dire ce soir vous concerne directement. Parce que ce type de déconnexion n'est pas une fatalité, c'est un symptôme. Et les symptômes, quand on sait les lire, sont des invitations. Mais avant d'aller plus loin, Christophe André voudrait vous poser une question très simple. Et il vous demande d'y répondre honnêtement, rien que pour vous-même. Quand avez-vous regardé votre partenaire vraiment? Regardez, sans rien attendre, sans préparer votre prochaine phrase, sans chercher à résoudre quoi que ce soit. Juste regarder. Juste être là. Si vous devez réfléchir longtemps pour trouver la réponse, c'est peut-être que cette réponse vous dit déjà quelque chose d'important. Et si vous trouvez que cette question vous touche, si elle remue quelque chose que vous aviez mis de côté, partagez-la dans les commentaires. Pas pour nous, pour vous. Mettre des mots sur ce que l'on ressent, c'est déjà le début du retour. Et abonnez-vous, parce que ce type de conversation, celle qui prend le temps d'aller au fond des choses sans se presser, il est rare de la trouver. Nous en avons d'autres à vous offrir. Mira, voilà maintenant où cela devient difficile à entendre, et Christophe André a toujours cru qu'un bon thérapeute, comme un bon ami, ne vous dit pas ce que vous voulez entendre. Il vous dit ce dont vous avez besoin. La déconnexion émotionnelle dans un couple, celle qui s'installe lentement, silencieusement, comme de la mousse sur une pierre, n'est pas seulement une douleur pour les 2 adultes qui la vivent. Elle se répand. Elle imprègne tout. Elle descend. Les enfants d'abord. Il y a une chose que les enfants savent faire avec une précision troublante. Ils sentent l'atmosphère avant même de comprendre les mots.
Un enfant qui grandit dans un foyer où les parents cohabitent sans se rejoindre vraiment apprend quelque chose de fondamental sur l'amour. Il apprend que l'amour est froid, qu'il est poli, qu'il est fonctionnel. Il apprend que les adultes qui s'aiment s'évitent. Il apprend que la tendresse est quelque chose que l'on cache. Et ce qu'un enfant apprend dans son premier foyer, il le porte dans tous les suivants. Les études en psychologie du développement sont claires sur ce point, et Christophe André les cite régulièrement avec une sorte de gravité douce. Les enfants élevés dans des foyers marqués par un isolement émotionnel chronique entre les parents présentent des taux significativement plus élevés d'anxiété, de difficultés relationnelles à l'adolescence et de schémas d'attachement insécures. Ce ne sont pas des mots abstraits. Ce sont des enfants réels qui deviendront des adultes réels, qui répéteront ce qu'ils ont vu, parce que c'est tout ce qu'ils connaissent de l'amour. Et ce n'est pas une question de faute. Christophe André insiste là-dessus avec une douceur ferme. La plupart des parents qui vivent cette déconnexion ne le font pas par indifférence. Ils le font par épuisement, par habitude, par peur de rouvrir des plaies, par manque d'outils. Ils aiment leurs enfants profondément. Mais l'amour seul, sans présence, sans conscience, sans travail sur soi, ne suffit pas toujours à protéger. Et les proches autour du couple, ils le sentent aussi, même s'ils ne disent rien. Il y a une tension particulière dans les repas de famille où les deux partenaires ne se regardent pas. Une espèce de gêne diffuse comme une odeur que personne ne nomme. Les amis communs commencent à prendre des distances sans toujours savoir pourquoi. L'entourage s'adapte à un vide qu'il ne comprend pas mais qu'il absorbe quand même. Pourquoi ceux qui essaient le plus fort finissent-ils par tomber plus bas ? Voilà que la question revient. Et maintenant, avec ce que vous venez d'entendre, elle pèse un peu différemment, n'est-ce pas ? Parce que l'empathique, celui ou celle qui ressent tout, qui absorbe tout, qui donne sans compter, est souvent celui qui essaie le plus fort, qui demande plus de tendresse, plus de communication, plus de présence, qui organise les vacances pour recoller les morceaux, qui cuisine avec soin pour que le dîner soit un moment, qui dit les choses, qui nomme les tensions, qui propose des promenades, des conversations, des soirées sans téléphone, et qui, malgré tout cela, se retrouve à bout, vide, seul au milieu d'un couple. Fijate bien sur cette image, un jardinier qui arrose une plante dont les racines sont malades en profondeur. Les feuilles ont l'air vertes, la tige tient droite, mais quelque chose, en dessous de la terre, ne va pas. Et plus le jardinier arrose, plus il s'épuise, plus il espère, et plus la déception est grande quand la plante ne fleurit pas. C'est l'histoire de beaucoup d'empathiques dans leur relation. Ils donnent encore. Ils donnent jusqu'à se vider eux-mêmes. Et dans ce vide, quelque chose de terrible peut arriver. Ils commencent à ressentir non plus de l'amour, mais de la rancœur. Non plus de la tendresse, mais de la fatigue déguisée en indifférence. Et c'est là, dans cette transformation lente et douloureuse, que le couple franchit un seuil dont il est difficile de revenir sans aide. Bueno, mais il y a encore quelque chose de plus profond à regarder, quelque chose que Christophe André appelle, dans ses écrits, le divorce émotionnel silencieux. Ce n'est pas la séparation légale, c'est la séparation intérieure, celle qui se produit quand deux personnes continuent à partager leur vie matérielle tout en ayant renoncé, l'une après l'autre, à partager leur vie intérieure. Quand les mots deviennent logistiques, quand les gestes deviennent routine, quand le corps de l'autre devient un meuble familier plutôt qu'une présence vivante. Ce divorce-là est plus dangereux que le divorce officiel, parce qu'il est invisible, il n'y a pas de papier, pas de jugement, pas de moment précis où l'on peut dire « voilà, c'est ici que tout a basculé ». Il y a juste l'accumulation de milliers de petites absences, un regard raté, une caresse non posée, une confidence retenue, un éclat de rire que l'on garde pour soi plutôt que de partager. Des milliers de petites portes fermées, une par une, jusqu'à ce que la maison soit entièrement close de l'intérieur. Et dans cette maison de portes closes, l'apathie s'installe. Pas la haine, non.
La haine est encore vivante, encore passionnée. L'apathie, elle, est le signe que même la douleur a renoncé. C'est un silence qui n'est plus en attente de quelque chose. C'est une absence d'absence. Et c'est peut-être le signe le plus alarmant qu'une relation puisse donner. Mais Christophe André ne vous dit pas cela pour vous accabler. Il vous le dit parce qu'il y a une différence essentielle entre regarder la vérité en face et se laisser écraser par elle. La vérité vue avec clarté est une lumière. La vérité ignorée est une racine qui continue à pourrir sous la surface, silencieusement, jusqu'à ce que l'arbre tombe. Et l'arbre peut encore tenir. L'arbre peut encore reverdir. C'est ce que des années de pratique clinique et de réflexion lui ont appris avec une certitude tranquille. Imaginez un instant ce que cela coûte réellement de ne pas agir, pas en termes abstraits, en termes concrets dans votre vie, celle que vous vivez. Une autre année qui passe sans que la connexion se rétablisse. 2, 5. Et puis le regard de vos enfants qui apprennent à ne plus s'attendre à voir leurs parents se sourire vraiment. Et puis votre propre vieillissement, cette traversée de la vie avec quelqu'un à côté de qui vous vous sentez seul. Ce n'est pas une menace. C'est une réalité que Christophe André a vue dans ses consultations avec une régularité qui l'a profondément ému. Il se souvient et il ne donnera que les détails nécessaires par respect pour les personnes concernées d'une femme qu'il appellera simplement Marguerite. Elle était assise dans un fauteuil en velours bordeaux un peu usé, dans une salle d'attente qui sentait le vieux papier et le café froid. Elle avait 67 ans, des mains fines et une façon de tenir son sac sur ses genoux comme si elle le protégeait de quelque chose. Et la première chose qu'elle lui dit, avec une dignité qui lui serra le cœur, fut celle-ci. « J'ai passé 30 ans à espérer qu'il me voie. Et un matin, je me suis levé et je n'espérais plus. Je ne souffrais plus non plus. Je n'étais plus là. » Cette phrase, « je n'étais plus là », Christophe André l'a portée longtemps, parce qu'elle décrit avec une précision terrible ce que le divorce émotionnel silencieux finit par faire aux personnes les plus sensibles, les plus empathiques. Il les efface de l'intérieur, pas d'un coup. Progressivement, comme le sel qui ronge doucement la pierre du bord de mer, imperceptiblement, saison après saison, jusqu'à ce que la forme originelle ne soit plus reconnaissable. Me sigue ? Parce que maintenant nous arrivons au cœur de ce que cette vidéo promet. Et il est temps de parler de ce que devient réellement un empathique guéri. Non pas ce que l'on imagine, non pas ce que les livres de développement personnel vendent avec de belles couvertures pastel, mais ce que Christophe André a réellement observé, avec rigueur et avec tendresse, dans des années de travail sur soi et avec les autres. Un empathique blessé croit que guérir signifie devenir plus fort, plus invulnérable, mieux protégé. Il imagine qu'après la guérison, les choses de l'autre glisseront sur lui comme l'eau sur la pierre. Il se dit, quand je serai guéri, rien ne me touchera plus autant. Et il travaille sur lui avec l'espoir secret de ne plus souffrir de cette façon-là. Mais voilà l'inconfort. Voilà la vérité que Christophe André a appris et qu'il partage ici avec la même franchise tranquille qu'il met dans ses livres. Un empathique guéri n'est pas moins sensible, il est différemment sensible. Il ne ressent pas moins, il ressent avec plus de clarté. La différence est subtile, mais elle change tout, comme la différence entre regarder à travers une fenêtre sale et regarder à travers un verre net. Avant la guérison, l'empathique ressent les émotions des autres comme les siennes propres. Il absorbe, il porte, il se noie dedans. Il ne sait plus très bien ce qui lui appartient et ce qui appartient à l'autre. C'est épuisant, c'est désorientant. Et dans un couple, cela crée des dynamiques terribles. L'empathique blessé peut devenir le thérapeute non rémunéré du couple, celui qui gère, qui anticipe, qui répare, qui console jusqu'à perdre totalement de vue ses propres besoins. Après la guérison, quelque chose de fondamental se modifie. L'empathique apprend à ressentir avec l'autre sans se dissoudre dans l'autre. Il reste présent, profondément présent, mais il conserve ses contours. Il peut toucher la douleur de son partenaire sans se laisser emporter par elle.
Il peut accueillir la colère de l'autre sans la faire sienne. Il peut aimer avec tout son être, tout en restant lui-même. Et c'est là que la vraie intimité devient possible, non plus malgré la sensibilité, mais grâce à elle. Bueno, mais alors pourquoi cette vérité est-elle inconfortable? Pourquoi Christophe André dit-il que la guérison de l'empathique est un choc? Parfois un choc difficile. Pour le couple lui-même, parce que quand un empathique guérit, il cesse de gérer à la place de l'autre. Il cesse d'absorber les tensions pour que l'atmosphère reste supportable. Il cesse de s'effacer pour maintenir la paix. Et soudain, l'équilibre qui existait dans le couple, cet équilibre souvent très injuste, souvent très douloureux pour l'empathique, cet équilibre s'effondre. Et l'autre partenaire, qui n'avait peut-être jamais eu à s'interroger sur sa propre contribution émotionnelle à la relation, se retrouve face à un miroir qu'il n'avait pas demandé. C'est un moment de vérité. Et comme tous les moments de vérité, il peut être une crise ou une transformation. Cela dépend de la volonté des deux personnes de regarder ensemble ce que le miroir leur montre. Pourquoi ceux qui essaient le plus fort finissent-ils par tomber plus bas? Voilà que la question revient encore avec tout son poids. Et maintenant, la réponse commence à se dessiner, non pas comme une condamnation, mais comme une invitation. Parce qu'ils essayaient fort, mais ils essayaient seuls. Parce qu'ils portaient la relation sur leurs épaules sans jamais demander à l'autre d'en porter la moitié. Parce que leur force était réelle, mais elle masquait une fragilité que personne ne voyait, même pas eux. Et parce qu'à un moment, quand la force s'épuise, tout ce qui était retenu remonte d'un coup, et la chute est proportionnelle à la hauteur depuis laquelle on est tombé. La guérison de l'empathique, telle que Christophe André la comprend et la décrit, n'est pas une destination. C'est un changement de posture, une façon nouvelle d'habiter sa propre sensibilité, comme on apprend à habiter une maison que l'on connaît depuis longtemps, mais dans laquelle on avait peur d'ouvrir certaines pièces. Et maintenant, la question pratique. La vraie. Celle que vous attendez peut-être depuis le début. Comment passe-t-on de cette déconnexion, de cet épuisement, de ce silence lourd, à quelque chose de plus vivant, de plus réel, de plus profond? Christophe André propose plusieurs chemins, pas des recettes, des chemins, parce que la relation de couple n'est pas un problème à résoudre, mais un territoire à explorer, ensemble, avec curiosité et avec courage. Le premier chemin s'appelle la présence radicale. Et Christophe André prend soin de distinguer la présence physique, qui est souvent là, et la présence attentive, qui est devenue rare dans notre monde saturé de sollicitations. Être dans la même pièce n'est pas être ensemble. Être ensemble demande quelque chose de plus, un choix actif de poser son attention sur l'autre, non pas pour le surveiller, non pas pour l'analyser, mais pour le voir. Vraiment voir, voir ses mains qui bougent quand il ou elle parle, entendre le rythme de sa voix, pas seulement le contenu des mots. Remarquer quand quelque chose dans son regard dit autre chose que ce que sa bouche exprime. Cette présence-là, dans la tradition du mindfulness à laquelle Christophe André a consacré tant d'années, n'est pas une compétence innée, c'est une pratique. Elle se travaille comme un muscle. Et elle commence par de petits moments, 5 minutes le matin, avant que le téléphone ne prenne toute la place, où l'on regarde l'autre boire son café, où l'on écoute sa voix sans préparer sa réponse, où l'on est simplement là. Il y a une légère ironie dans tout cela que Christophe André reconnaît volontiers. Nous passons des heures à regarder des écrans pour rester connectés avec le monde entier et nous oublions de regarder la personne qui dort à 30 cm de nous. Nous savons ce que nos amis ont mangé hier soir. Nous avons vu les photos de vacances de personnes que nous n'avons pas vues depuis 15 ans et nous ne savons plus de quoi notre partenaire rêve la nuit. Le deuxième chemin est celui de la curiosité émotionnelle. Christophe André insiste sur ce point avec une passion discrète. La curiosité est l'antidote à la routine. Et la routine, quand elle s'applique à un être humain, est une façon de cesser de le voir comme il est réellement pour le voir, uniquement comme on s'attend à ce qu'il soit. On pense connaître l'autre parce qu'on vit avec lui depuis longtemps. Mais les êtres humains évoluent, ils changent, leurs peurs changent, leurs désirs changent.
Ce qui les faisait souffrir à 40 ans n'est plus forcément ce qui les fait souffrir à 60. La curiosité émotionnelle, c'est la pratique de se demander « Qu'est-ce que je ne sais pas encore sur toi ?» Non pas de façon intrusive ou anxieuse, mais avec la légèreté de quelqu'un qui se dit que l'autre est toujours, encore, un territoire à découvrir. Et cette posture, si simple en apparence, transforme la relation. Parce qu'elle dit à l'autre « Tu m'intéresses encore, tu n'es pas figé pour moi, je ne t'ai pas rangé dans une case, Lovès ?» Il y a quelque chose de profondément nourricier pour n'importe quel être humain dans le fait d'être perçu comme encore en mouvement, encore en devenir, encore vivant dans les yeux de celui ou celle qu'on aime. Le troisième chemin est celui du langage des besoins. Et c'est là que Christophe André entre dans un territoire que beaucoup de couples évitent, parce qu'il est inconfortable, parce qu'il oblige à être vulnérable, parce qu'il exige de nommer des choses que l'on préférait taire. Dans beaucoup de couples qui souffrent de déconnexion, la communication s'est transformée en gestion. On parle des problèmes pratiques, on négocie les responsabilités, on se transmet des informations. Mais on ne se dit plus les choses essentielles. On ne dit plus « j'ai eu peur aujourd'hui et je n'ai pas eu envie de te le dire parce que je ne savais pas si tu aurais le temps d'entendre ». On ne dit plus « il y a des soirs où j'ai besoin que tu sois là, pas pour faire quelque chose, juste pour être là ». On ne dit plus « quand tu t'éloignes sans explication, je me sens petit ou petite, comme si je n'existais plus dans ton monde ». Ces mots-là, Christophe André les appelle le langage des besoins. Et il distingue soigneusement ce langage du langage des reproches. Le langage des reproches dit « tu n'es jamais là ». Le langage des besoins dit « j'ai besoin de ta présence ». Le premier ferme une porte, le second en ouvre une. Et la différence entre les deux, dans une conversation de couple, peut être la différence entre une dispute et une vraie rencontre. Apprendre à parler ce langage-là demande du courage. Il faut accepter d'être vu dans sa vulnérabilité, ce qui est peut-être la chose la plus difficile pour beaucoup de personnes qui ont appris, depuis l'enfance, que montrer un besoin est une faiblesse. Mais Christophe André, s'appuyant sur des décennies de psychologie clinique, est formel sur ce point. L'intimité réelle n'existe pas sans vulnérabilité partagée. Ce n'est pas la perfection qui unit les gens. C'est le partage honnête de leur imperfection. Figeate bien sur ce que cela signifie concrètement, dans votre couple, dans votre vie. Pensez à la dernière fois où vous avez dit à l'autre ce dont vous aviez vraiment besoin, sans détour, sans le habiller en critique, sans attendre que l'autre le devine. Si vous ne vous en souvenez pas, c'est peut-être que ce chemin-là mérite d'être retrouvé. Le quatrième chemin, et Christophe André le considère comme l'un des plus puissants, est celui de la réparation consciente. Dans tout couple qui dure, il y a des blessures, des mots dits dans la colère qui ont laissé des traces, des silences qui ont duré trop longtemps et que personne n'a su rompre. Des moments de trahison mineure, pas forcément une infidélité, parfois juste un manque de loyauté dans une conversation avec des amis, une moquerie douce qui cachait quelque chose de moins doux, une promesse oubliée qui, dans la tête de l'autre, était une promesse importante. Ces blessures non réparées s'accumulent. Et leur accumulation crée ce que Christophe André décrit comme une couche de résine entre deux personnes, une substance transparente mais imperméable qui empêche le contact réel sans que l'on voie clairement pourquoi. On s'aime peut-être encore, on se respecte peut-être encore, mais quelque chose ne passe plus. La réparation consciente, ce n'est pas une grande réconciliation dramatique. C'est une pratique de petits retours en arrière honnête. C'est dire, quelques jours après une dispute, j'ai réfléchi à ce que j'ai dit et je crois que ce n'était pas juste de ma part. C'est reconnaître, même tardivement, que l'on a manqué quelque chose d'important chez l'autre. C'est avoir le courage de rouvrir une conversation que l'on avait préféré enterrer, non pas pour remuer la douleur, mais pour la laisser enfin se dissiper à l'air libre. Les racines d'un couple sain ne sont pas dans l'absence de conflits,
Elles sont dans la capacité à revenir l'un vers l'autre après chaque tempête. Et cette capacité, comme toutes les capacités relationnelles, se cultive. Elle ne tombe pas du ciel, elle se construit, acte par acte, conversation par conversation, retour par retour. Pourquoi ceux qui essaient le plus fort finissent-ils par tomber plus bas? Voilà que la question revient une dernière fois et maintenant vous avez peut-être une partie de la réponse. Parce qu'ils essayaient fort sans savoir réparer. Parce qu'ils avançaient sans jamais s'arrêter pour regarder ce qui était cassé derrière eux. Parce que la force sans la tendresse pour soi-même finit par ressembler à de l'endurance, et l'endurance seule, sans sens, sans direction, sans connexion, finit par user ce qu'elle était censée protéger. Mira, voici maintenant quelque chose que Christophe André tient à dire avec beaucoup de douceur, parce qu'il sait que pour une partie de ceux qui l'écoutent, ces mots arrivent dans un moment de grande fatigue, peut-être, même de désespoir discret. Il n'est pas trop tard, ce n'est pas une formule, c'est une conviction fondée sur l'expérience. Christophe André a vu des couples reconstituer une intimité réelle après 15 ans de distance émotionnelle. Il a vu des personnes de 60, de 70 ans apprendre pour la première fois de leur vie à nommer leurs besoins et à entendre ceux de l'autre. Il a vu des empathiques épuisés retrouver, après un travail patient sur eux-mêmes, une façon d'aimer qui ne les détruisait plus, mais les nourrissait. La guérison n'a pas d'âge. La conscience non plus. Et la décision de prendre soin d'une relation, vraiment prendre soin, avec présence et avec rigueur et avec douceur. Cette décision peut se prendre n'importe quel matin, n'importe quel soir, même celui-ci. Le 5e chemin que propose Christophe André est celui de la gratitude active. Pas la gratitude comme exercice spirituel abstrait, mais la gratitude comme pratique relationnelle concrète. Dire à l'autre ce que l'on apprécie en lui ou en elle, non pas dans les grands moments, mais dans les petits. Dire « j'aime comment tu écoutes ». Dire « j'ai remarqué que tu as pensé à acheter le thé que j'aime ». Dire « ta façon de rire en regardant la télévision me plaît, même si je ne le dis jamais ». Ces petites lumières que l'on allume dans le quotidien de l'autre ont un effet que la recherche en psychologie positive a documenté avec une constance impressionnante. Elles renforcent ce que Christophe André appelle le sol émotionnel du couple. Un sol fertile sur lequel les moments difficiles ne deviennent pas des catastrophes, parce que les deux personnes ont suffisamment de ressources communes pour traverser la tempête sans que les racines se déracinent. Il y a une subtilité importante ici, que Christophe André souligne avec ce léger sourire que ceux qui le connaissent reconnaissent. La gratitude ne fonctionne pas si elle est performative. Si on la dit parce qu'on a lu qu'il fallait la dire, elle fonctionne quand elle est vraie, quand elle vient d'un regard réellement posé sur l'autre, quand elle traduit une attention authentique. Et cette authenticité, encore une fois, vient de la présence. Tout revient à la présence. Le 6e chemin est peut-être le plus délicat. Christophe André l'appelle la gestion de l'espace intérieur. Et il le réserve tout particulièrement aux empathiques, à ceux et celles qui reconnaissent dans leur propre vie cette tendance à se perdre dans l'autre, à faire passer les besoins de l'autre avant les leurs au point, d'oublier ce qu'ils ressentent eux-mêmes. Un empathique guéri apprend à maintenir un espace intérieur à lui, non pas un espace fermé, non pas une forteresse, mais un espace habité, vivant, personnel. Un endroit à l'intérieur de lui-même où il peut revenir quand le monde extérieur, et en particulier la relation amoureuse, devient trop bruyante. Un endroit où il peut se demander « Qu'est-ce que je ressens, moi ?» Non pas ce que l'autre ressent, non pas ce que la situation demande, mais ce que je ressens vraiment là, maintenant. Cette question, aussi simple qu'elle paraisse, est révolutionnaire pour un empathique qui n'a pas encore guéri. Parce qu'un empathique blessé a souvent appris très tôt, parfois dans l'enfance, que ses propres besoins étaient moins importants que ceux des autres, que sa douleur était moins urgente, que s'occuper de lui-même était égoïste. Et cette croyance-là, portée pendant des décennies comme une vérité, crée des ravages dans les relations adultes.
Parce qu'un partenaire qui s'est oublié lui-même ne peut pas vraiment rencontrer l'autre. On ne peut donner que ce que l'on a, on ne peut partager que ce à quoi on a accès. Et si l'accès à sa propre vie intérieure est coupé, bloqué, enfoui sous des couches d'adaptation et d'auto-effacement, alors ce que l'on offre à l'autre n'est pas une présence vivante, c'est un miroir vide. Tien Sentido. Christophe André croit profondément que le meilleur cadeau que l'on puisse faire à quelqu'un que l'on aime, c'est d'être soi-même pleinement, pas parfait, pas idéal, mais présent, ancré, en contact avec sa propre réalité. Parce que c'est avec cette réalité-là, et non avec un masque, que la vraie rencontre est possible. Revenons un instant à l'empathique guéri, parce qu'il y a encore une vérité inconfortable à nommer. Une vérité que Christophe André a observée et qui touche directement aux dynamiques de couple les plus profondes. Quand un empathique guérit, il peut se rendre compte que certaines de ses relations, y compris sa relation de couple, étaient construites sur une sorte de contrat tacite et inconscient. Je m'efface, tu peux rester. Je gère tes émotions, tu m'aimes. Je ne demande pas trop, tu ne pars pas. Ce contrat-là, il n'a jamais été écrit. Il n'a jamais été dit, mais il structurait tout. Et quand l'empathique guérit et que ce contrat n'a plus lieu d'être, la relation doit se réinventer entièrement. C'est le moment le plus délicat. C'est le moment où l'empathique guéri découvre si son partenaire était attiré par lui, par sa personne réelle ou par le service qu'il rendait. C'est parfois une découverte douloureuse. Mais c'est toujours une découverte nécessaire. Parce que l'amour qui survit à cette découverte, l'amour qui se réinvente sur la base de deux personnes entières, plutôt que d'une personne et de son nombre, cet amour-là est d'une qualité différente. Il est plus solide. Il est plus honnête, il est pour la première fois peut-être réel. Et pour les couples qui traversent cette transition, Christophe André recommande avec une grande constance l'accompagnement thérapeutique. Non pas parce qu'ils sont malades, non pas parce qu'ils ont échoué, mais parce que certaines conversations sont trop importantes pour être laissées à l'improvisation. Parce qu'un espace protégé, guidé par quelqu'un de compétent et de neutre, permet de dire des choses que l'on n'oserait pas dire seul à seul, d'entendre des choses que l'on n'aurait pas pu entendre sans soutien, et de trouver ensemble un chemin que l'on n'aurait peut-être pas trouvé seul. La thérapie de couple n'est pas un aveu de défaite. C'est un acte d'amour pour la relation. C'est dire cette chose-là entre nous mérite qu'on lui consacre du soin, de l'attention et de la rigueur. Comme on emmènerait un arbre précieux chez un jardinier expert quand ses racines commencent à souffrir. Bueno, il reste encore quelque chose d'essentiel à dire, quelque chose qui concerne l'impact sur les enfants de manière encore plus précise, parce que Christophe André sait que beaucoup de ceux qui l'écoutent sont des parents et que la question de ce que l'on transmet à ses enfants est souvent celle qui pèse le plus lourd. Un enfant n'apprend pas l'amour parce que ses parents lui disent de l'amour. Il l'apprend par ce qu'il voit entre ses parents. Il apprend à aimer en regardant comment les adultes qu'il aime le plus s'aiment entre eux. Et ce modèle, ce premier modèle, s'imprime dans sa façon de voir les relations avec une profondeur que rien d'autre n'égale. Si ce qu'il voit est un amour fait de respect, de curiosité mutuelle, de réparation après les conflits, de tendresse dans les petits moments, de présence réelle, il porte cela en lui comme une graine. Il grandira avec l'idée que l'amour est possible, que les conflits se résolvent, que l'on peut être vulnérable sans être détruit, que demander de l'aide est normal et sage. Si ce qu'il voit, au contraire, est un amour fait de distance, de tensions retenues, de mots qui blessent, de silence qui punit, de deux adultes qui cohabitent dans une politesse glacée, il porte cela aussi. Il apprend que c'est cela, l'amour, que l'amour fait mal, que l'amour épuise. Et parfois, des décennies plus tard, dans sa propre relation, il reproduit exactement ce qu'il a vu, non par choix conscient, mais parce que c'est le seul paysage amoureux qu'il connaisse. C'est une responsabilité immense. Christophe André ne la nomme pas pour culpabiliser, il la nomme pour conscientiser. Parce que la culpabilité ferme, la conscience ouvre.
Et l'ouverture, même tardive, même imparfaite, transmet quelque chose. Un enfant qui voit ses parents de 50, de 60 ans, de 70 ans, décider de travailler leur relation, de se parler autrement, de se regarder avec plus de douceur, cet enfant apprend quelque chose d'infiniment précieux que l'on peut changer, que l'on peut grandir à n'importe quel âge, que le courage n'est pas l'absence de difficulté, c'est la décision de continuer malgré elle. Meusig, vous êtes encore là. Très bien. Parce que nous arrivons à quelque chose que Christophe André considère comme la clé de tout ce dont nous avons parlé. Tout commence et tout finit par la même chose, la capacité à être présent à soi-même. Pas de façon narcissique, non, mais de façon honnête et douce. La capacité à se regarder sans détourner les yeux. La capacité à reconnaître ses propres schémas, ses propres peurs, ses propres besoins, sans les habiller en quelque chose d'autre. Et cette capacité-là, dans un couple, est contagieuse. Quand l'un des deux partenaires commence à pratiquer cette présence à lui-même, quand il commence à parler le langage de ses besoins, plutôt que celui de ses reproches, quand il commence à réparer au lieu de reculer, quand il commence à être curieux plutôt que jugeant, quelque chose se déplace dans le couple. Pas toujours immédiatement, pas toujours facilement, mais quelque chose se déplace. C'est comme une lumière que l'on allume dans une pièce sombre depuis longtemps, la pièce ne change pas d'un coup. Mais on commence à en voir les contours, on commence à savoir où l'on pose les pieds. Et cette clarté, même timide, est le début de tout. Christophe André aime cette image des saisons pour parler des relations. Il y a des couples qui vivent perpétuellement en hiver, dans le froid et la grisaille, et qui croient que c'est la nature des choses, que l'amour est toujours ainsi après les premières années, que le printemps est une illusion de jeunesse, mais les saisons, dans une relation saine, ne sont pas une progression linéaire vers le froid. Elles sont un cycle. Et l'hiver d'une relation, aussi long et aussi dur qu'il soit, peut précéder un printemps si les deux personnes ont eu le courage de ne pas laisser la terre se durcir complètement. Ce travail de maintenir la terre souple, d'y déposer de la chaleur même dans les périodes froides, d'y planter de petites graines de présence et de curiosité et de gratitude. C'est le travail d'une vie. Et Christophe André, qui ne prétend pas avoir toutes les réponses, qui sait que la psychologie, comme toute science, avance en tâtonnant, est néanmoins convaincu d'une chose: ce travail vaut la peine, chaque fois. Pour chacun, figeate bien, voici ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui, pas demain, pas après avoir relu tous les livres, pas après avoir tout compris, aujourd'hui. Posez votre attention pendant 5 minutes, vraiment 5 minutes, sur votre partenaire, regardez-le ou la sans rien attendre. Écoutez sa voix, remarquez quelque chose que vous n'aviez pas remarqué depuis longtemps. Peut-être la façon dont il tient sa tasse de café, peut-être un geste qu'il fait quand il est concentré, peut-être simplement la façon dont il respire. 5 minutes de présence vraie et voyez ce que cela fait en vous. Ensuite, ce soir ou demain matin, dites une chose vraie à votre partenaire. Pas une chose utile, pas une chose pratique. Une chose vraie, quelque chose que vous pensez réellement et que vous n'avez pas dit depuis longtemps parce que vous aviez oublié que ça comptait. Peut-être, tu me manques, même quand tu es là. Peut-être, j'ai besoin que tu saches que j'essaie, même si ce n'est pas toujours visible. Peut-être juste, je suis content ou contente que tu sois là. Ces gestes-là, si petits qu'ils semblent, sont ce que Christophe André appelle des actes fondateurs. Parce qu'ils refondent quelque chose. Ils disent à l'autre « je te vois ». Et ils vous disent à vous-même « j'ai encore quelque chose à donner ». La relation que vous désirez, celle où vous vous sentez vraiment vu, vraiment entendu, vraiment aimé, elle ne viendra pas d'ailleurs. Elle ne viendra pas d'une rencontre miracle ou d'une transformation soudaine. Elle viendra de ces milliers de petits actes conscients, posés un par un, comme on pose des pierres pour traverser une rivière. Chaque pierre est petite, mais ensemble, elles permettent de passer. Et pour l'empathique guéri,
pour celui ou celle qui se reconnaît dans ce cheminement. Il y a quelque chose de particulièrement beau qui attend de l'autre côté de cette guérison. Ce n'est pas l'invulnérabilité, ce n'est pas la distance. C'est une façon d'aimer qui nourrit au lieu de vider, une façon d'être avec l'autre qui ne demande pas l'effacement de soi, une façon de recevoir l'amour sans avoir peur qu'il coûte trop cher. C'est un amour adulte, un amour qui a traversé quelque chose, un amour qui sait que la tempête existe et qui a décidé de planter des racines quand même, profondément, là où le sol est encore nourricier. Pourquoi ceux qui essaient le plus fort finissent-ils par tomber plus bas? Voilà, enfin, la réponse la plus complète que Christophe André peut offrir, parce qu'ils n'avaient pas encore appris à s'inclure dans l'amour qu'ils donnaient. Parce qu'ils aimaient vers l'extérieur avec toute leur force, sans jamais se retourner vers eux-mêmes avec la même douceur. Et le jour où ils apprennent à faire les deux, à aimer l'autre et à prendre soin d'eux-mêmes avec la même attention, ce jour-là, quelque chose change. Non pas parce qu'ils tombent moins, mais parce qu'ils savent, pour la première fois, comment se relever. Voilà ce que devient réellement un empathique guéri. Pas quelqu'un de moins sensible, quelqu'un de plus entier. Quelqu'un qui a appris que sa sensibilité n'est pas une blessure à soigner, mais une façon d'être au monde à habiter pleinement. Quelqu'un qui peut se tenir dans la tempête sans se dissoudre dedans, et tendre la main à l'autre depuis cet endroit solide, ancré, vivant. C'est cela, le chemin. Il n'est pas facile, il n'est pas rapide. Mais il est possible, et il commence toujours au même endroit. Maintenant, ici, avec ce que vous avez et ce que vous êtes. Christophe André ne prétend pas que ces pages ou ces mots effaceront des années de blessures. Il sait que la vie est plus compliquée que n'importe quel conseil, aussi bien formulé soit-il. Mais il croit, avec une conviction tranquille et ancrée dans l'expérience, que chaque pas compte, que chaque moment de conscience est une graine, et que les graines, avec le temps, avec l'eau et avec la lumière, donnent des arbres. Prenez soin de votre arbre, prenez soin de vos racines. Prenez soin de la personne que vous aimez, et prenez soin, avec la même tendresse, de vous-même. C'est cela, l'amour vrai, pas parfait, pas sans nuages, mais vivant, toujours vivant.